Je déclare la réunion du 25 janvier ouverte. Avant de passer la parole au chef de groupe, je tiens à excuser Monsieur le gouverneur. Alors, au niveau des autres personnes excusées, j'ai Madame de Franc-Firquet qui nous dit qu'elle sera plus tard. Y a-t-il d'autres excusés? Donc, Rafik, absent. Donc, je dois excuser Monsieur Van den Bury, Madame Samdi, Madame Lebeau, Madame Schrennen, Madame Lisley et Nathalie Vincent. Oula. Serge. Roland Léonard, absent. Oui. Et Alain de Serre arrivé. Merci. Thomas. Luc. Ok, merci. Chers collègues, avant d'entamer nos travaux, je vous souhaite à toutes et à tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Je sais qu'elle sera chargée pour beaucoup d'entre nous. Vous trouverez sur vos bancs l'ordre du jour actualisé de la séance de ce jour, comprenant les questions d'actualité. Je vous rappelle qu'au terme de cette séance publique se tiendra une séance à huis clos qui portera sur un dossier. Point 1 de l'ordre du jour actualisé, lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 14 décembre 2023. Je donne la parole à Monsieur le Premier secrétaire pour la lecture de ce résumé. Merci Monsieur le Président, chers collègues, mes meilleurs vœux à toutes et tous. Donc, je vais vous présenter le résumé de la séance du 14 décembre 2023. Donc, la réunion est présidée par le Président Jean-Claude Jadot, assisté de Madame Anne-Tans de Bruges et de moi-même. La séance est ouverte à 16h35. 51 membres y assistent. Monsieur le gouverneur et Monsieur le directeur général provincial assistent à la séance. L'Assemblée entend une communication de Monsieur le Président. L'Assemblée prend connaissance de l'exclusion de Monsieur Didier Nissen du groupe PS. Monsieur le Premier secrétaire donne lecture du résumé du procès-verbal de la réunion du 23 novembre 2023. L'Assemblée entend l'interpellation citoyenne de Monsieur Delcomen concernant la vente de l'espace Bellevaux à Grivnier ainsi que la réponse du Collège provincial à cette interpellation. L'Assemblée entend les réponses du Collège provincial aux questions d'actualité reprises sous les documents 23-24 A03 et A04, l'Assemblée adopte à l'unanimité les documents 23-24, 72 à 84, 23-24 de 86 à 95, 23-24 de 110 à 116, 23-24 118 et 23-24 de 120 à 125 et les documents 23-24 de 127 à 129. L'Assemblée adopte les documents 23-24 085, 23-24 096 à 109, 23-24 de 117 et 126, pardon. Le procès-verbal de la réunion du 23 novembre est approuvé. La séance publique est levée à 17h45. L'approbation du procès-verbal interviendra en fin de réunion. Point 2 de l'ordre du jour actualisé, questions d'actualité. L'ordre du jour des questions d'actualité comporte 4 points. Le document A05, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif au Grand Théâtre de Verviers. Le document A06, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif aux emplacements vélos autour du B3. Question A07, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif au subside POLEC 2022 de la région wallonne. Et le document A08, question d'actualité d'un membre du Conseil provincial relatif à la réduction du nombre d'ASBL paraprovinciales. Je me permets de vous rappeler que, conformément à notre ROI, après développement de la question par son auteur, un membre par groupe politique peut intervenir sur la question pendant 2 minutes maximum par intervenant. Le député concerné prend ensuite la parole pour la réponse. À l'issue de la réponse, l'auteur ou le co-auteur peut exprimer sa réaction pendant une durée n'excédant pas 2 minutes. Pour la première question à 05, je donne la parole à M. Agip El Hajaji. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, dans la déclaration de politique provinciale de votre majorité, on peut lire « La province de Liège souhaite d'ailleurs installer un réseau de tiers-lieux sur son territoire. Pôle Bavière, salle de l'OM, Grand Théâtre de Verviers, latitude 50 à Marchand. Nous soutenons la création de ce type de lieu qui répond vraiment à des besoins de rencontres, d'échanges, de travail collaboratif entre des étudiants, des citoyens et ou des associations. Il suffit de voir d'ailleurs le succès de foule dans l'occupation du nouveau bâtiment B3
sur l'ancien site de Bavière, inauguré le 24 juin 2023 dernier, pour se rendre compte de l'urgence de créer de tels lieux sur notre territoire provincial. Quelques chiffres, ça vous évitera de les donner à ma place. 120 000 visiteurs accueillis, on peut dire waouh. 120 000 emprunts réalisés, waouh. Une moyenne journalière de 1400 visiteurs avec des pics de fréquentation de 2000 par jour les mercredis et les samedis. 600 000 documents disponibles sur place. Et on donne une comparaison, 50 000 était le nombre annuel de visiteurs au Chirou. Et donc ma question est adressée aux membres du Collège provincial. Qu'en est-il de la construction de ce fameux tiers-lieu sur le Grand Théâtre de Verviers, puisque vous l'annonciez dans votre déclaration politique provinciale? Pour rappel, en 2023, l'attribution de différents chantiers a été mise en œuvre par le Conseil communal de Verviers, et ce chantier ambitieux de rénovation d'un patrimoine culturel exceptionnel a reçu des confirmations de subventions importantes pour sa rénovation, tant de la région Wallonne que de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et je voudrais citer notamment la Fédération qui a octroyé pas moins de 13,5 millions d'euros, notamment au travers de la ministre de la Culture, Madame Bénédicte Linard. Ma deuxième question: une allocation budgétaire est-elle prévue pour cette réalisation dans le budget 2024 de la province? Quel délai envisagez-vous pour une inauguration d'un tel espace socio-éducatif et culturel au Grand Théâtre de Verviers? Et tant qu'à faire, pouvez-vous nous faire un point sur les autres lieux annoncés dans votre déclaration de politique provinciale? Et enfin, quel est le rôle de la province pour la suite des opérations de ce chantier de restauration, de soutien aussi au fonctionnement du Grand Théâtre de Verviers sur le long terme? Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie, Monsieur le Conseil provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Je rappelle qu'un membre par groupe politique peut intervenir pendant 2 minutes maximum. Pas d'intervention. J'invite donc Monsieur Luc Gillard, député provincial, président, à la tribune pour la réponse du Collège provincial à cette question. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général provincial, chers collègues, Monsieur le Conseiller Lajagi, vous interpellez notre Assemblée au sujet du projet de rénovation du Grand Théâtre de Verviers mené par la ville de Verviers. Pour ce faire, vous vous référez à l'actuelle déclaration de politique générale provinciale et à la volonté qui est formulée en matière de développement d'un réseau de tiers-lieux. Comme vous l'indiquez, la fréquentation du nouveau site provincial B3 est très importante. Je reviendrai sur les chiffres lors des rapports d'activité, donc on va arrêter de s'échanger parce que ça a évolué depuis ce que vous aviez lu dans la presse. Je pense qu'elle témoigne d'abord de la qualité de ce projet, de cette infrastructure, de la qualité du travail fourni par les équipes provinciales pour faire vivre ce tiers-lieu, mais aussi, je vous rejoins, de la nécessité de favoriser l'émergence d'autres lieux de cette nature sur notre territoire. Pour autant, le processus de concrétisation de tels projets d'envergure est, vous le savez, jalonné de très nombreuses étapes administratives et financières. Le projet de rénovation du Grand Théâtre de Verviers ne fait malheureusement pas exception. Vous nous demandez si une allocation budgétaire est prévue en 2024 pour traduire notre soutien à ce projet. Monsieur le conseiller, la province de Liège s'est positionnée dès 2015 en faveur d'un soutien à ce projet de rénovation, qui, je le rappelle, comprend 2 volets distincts. D'une part, la restauration patrimoniale de la partie classée du bâtiment exceptionnel, d'autre part, des travaux d'aménagement et de rénovation. Pour mémoire, la province a déjà octroyé 1 million à ce chantier, par le biais de la supracommunalité. Cette somme a été entièrement liquidée comme suit. En 2017, plus de 500 000 € pour soutenir la première partie de la mission de l'auteur de projet qui consistait en une étude de programmation et de faisabilité architecturale, technique et financière. Et en 2019, un peu moins de 500 000 pour soutenir la deuxième partie de cette mission qui consistait, quant à elle, à envisager les différentes pistes émergentes des volontés exprimées par la ville de Verviers en matière de politique culturelle,
des besoins du secteur dans la région et des potentialités offertes par le monument. Par ailleurs, comme je l'ai dit, le projet revêt un volet patrimonial pour lequel nous sommes également engagés financièrement. Vous n'ignorez pas que, selon le décret wallon relatif à la restauration du patrimoine classé, l'intervention provinciale en la matière ne peut être inférieure à 4% du coût des travaux éligibles à une subvention patrimoniale régionale. Un accord cadre entre la ville de Verviers et la région couvrant a été conclu pour la période 17-26. Celle-ci soutient les travaux de restauration pour un total de 13 millions, vous le disiez, et couvre les exercices 2017 à 26 à raison d'1,3 million par an. Le 12 décembre 2019, le Collège provincial a marqué un accord de principe sur l'octroi d'un soutien financier pour la rénovation patrimoniale de cet édifice, soutien patrimonial provincial, alors estimé à 631 582,76 €. Je suis précis. D'autre part, le 6 juin 2019, Mme Alda Gréoli, alors ministre de la Culture, octroyait quant à elle un accord de principe sur l'octroi par la Fédération Wallonie-Bruxelles d'un soutien de 12 120 635 € à ce chantier. Comme vous l'indiquez, à l'été 23, les autorités communales verviétoises ont attribué les marchés publics de travaux utiles à la concrétisation de ce chantier d'importance. Elles ont d'ailleurs informé les services provinciaux. Dans ce cadre, une actualisation du soutien régional pour le volet patrimoine a été initiée. Lorsque l'AWAP aura statué sur les postes définitivement éligibles, le montant définitif de l'intervention provinciale précitée pourra lui aussi être définitivement établi. Ce bref rappel sur les moyens déjà alloués par différents niveaux de pouvoir à ce projet me permet donc de compléter votre interpellation qui, pour une raison que j'ignore, évoquait uniquement le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, confirmé par Madame la ministre Linard à hauteur de 13 millions. Quant au rôle de la province pour la suite des opérations de ce chantier et le développement d'un tiers-lieu sur le site, Monsieur le conseiller, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer à de très nombreuses reprises à cette tribune sur la réorganisation des missions provinciales et sur leur nouveau périmètre imposé dans notre reprise partielle des dotations communales aux zones de secours. Et j'espère que vous concéderez qu'à travers tous les orages traversés durant la présente législature, pour ne pas dire tempête, voire méga phénomène, puisque je vous rappelle ici, sans complainte aucune, la reprise précipitée du financement aux zones de secours, la crise sanitaire, les inondations, l'accueil des réfugiés de guerre, l'inflation historique et l'explosion des coûts de l'énergie, le Collège provincial liégeois est resté mobilisé pour faire de la supracommunalité un métier encore plus central. Le champ culturel ne fait pas exception à cet engagement. L'objectif poursuivi par Verviers dans la transformation de ce lieu est un objectif qui nous est commun et qui l'est pour l'ensemble du territoire de la province de Liège. Faire rayonner nos talents, leur offrir des lieux de création, de diffusion et surtout de rencontre avec les publics au sein de lieux protéiformes de vie et de culture. Dès lors, comme dès les prémices de ce projet, la province restera pleinement disponible pour la ville de Verviers, je vous rappelle qu'elle seule oriente ce projet, afin de la soutenir, l'accompagner dans le développement de cette rénovation et lui conférer une dimension supracommunale pertinente. Le Grand Théâtre permettra, en termes d'équipement, de thématiques abordées, d'approches et de disciplines, une offre diversifiée qui pourra mieux encore résonner avec le nuancier impressionnant des tonalités artistiques en présence sur notre territoire. Ce chantier de rénovation devrait prendre fin en 2027 et la gestion du site devrait ensuite être confiée au Centre culturel de Verviers. Ce dernier, via son futur contrat-programme, a sollicité une action spécialisée en art de la scène, et ce, dès l'ouverture du lieu. Il projette une programmation à forte identité musicale, concentrée, avec un ancrage local et une diffusion accrue. Je vous rappelle que, jusqu'à ce jour, même si elle est reprise au contrat-programme d'un centre culturel, l'action spécialisée en art de la scène n'est pas financée par la province. Pour mémoire, notre mécanisme, à nous, de soutien est le suivant. 7 000 € l'an pour l'action culturelle de base et 7 240 € l'an pour
pour son intensification. Dans ce contexte, le Centre culturel de Verviers bénéficie actuellement d'un soutien provincial maximum. Néanmoins, au-delà de l'aspect purement financier, des collaborations avec nos services sont à l'étude, notamment avec Sphère Sonore. Nos agents veillent à l'évolution du projet et aux propositions d'offres de services qui permettront de contribuer à faire rayonner l'outil une fois qu'il sera pleinement opérationnel. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie, monsieur le député provincial président. Une réaction ? Tout d'abord, merci pour vos réponses et merci aussi d'avoir dressé en séance publique l'historique du soutien de la province par rapport à ce bâtiment, ce qui évidemment est quelque chose que nous soutenons pleinement. Mon intervention aujourd'hui avait deux objectifs. Le premier, c'était de pouvoir attirer votre attention sur l'augmentation impressionnante des coûts de rénovation pour un bâtiment de cette envergure. Lorsque j'ai commencé comme conseiller communal, la rénovation du Grand Théâtre, c'était entre 15 et 25 millions d'euros. Aujourd'hui, on a une discussion qui tourne entre 50 et 60 millions d'euros. Et donc, la Fédération Wallonie-Bruxelles a fait un effort, 10 millions annoncés, 3,5 millions en plus. Et donc, j'appelle de mes voeux, nous appelons de nos voeux, parce que je pense qu'en matière de culture, nous avons un combat commun de pouvoir promouvoir l'émancipation, l'ouverture au monde, l'interrogation, l'esprit critique. Et donc j'aspire à mes voeux pour que la province puisse augmenter ses aides pour le projet du Grand Théâtre de Verviers. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Pour la deuxième question, je donne la parole à monsieur Marc Mannery. Merci, Monsieur le Président. Heureusement qu'on n'ait pas encore plus de conseillers écolos présents aujourd'hui, parce que ça fait déjà 4 questions. Blague à part, merci, Monsieur le Président, chers collègues. Je vais vous interroger sur un aménagement cycliste qui vise à interroger la politique en termes de mobilité durable et de cyclisme de manière un peu plus générale de la province. D'ailleurs, j'attire votre attention qu'on a remis un amendement budgétaire dans l'objectif de faire un cadastre. Je fais le lien, Monsieur le Président. Je ne change pas ma question, j'y arrive. Un amendement budgétaire sur le même sujet. Et je tiens à souligner que j'aurais pu prendre un autre exemple, qui est celui, par exemple, de la disparition de l'installation cycliste ici à l'entrée du bâtiment, depuis les fêtes de Wallonie. Mais donc, je reviens à ma question pour satisfaire le président de séance. En tant qu'écologiste, nous avons été interpellés par de nombreux citoyens sur la pertinence des infrastructures cyclistes aux abords du site B3, dont le succès a été précédemment mentionné. En effet, des arceaux vélos sont présents, mais ils semblent être le fruit d'une réflexion sur la place du cycliste digne des années 2000. En effet, plusieurs fois, j'ai pu moi-même constater la difficulté de trouver un arceau libre. Alors, c'est une excellente nouvelle, en fait. Le site est attractif et les citoyens s'y rendent en vélo, mais les emplacements prévus semblent être en quantité insuffisante. Ensuite, des pince-roues ont été installées à l'arrière du bâtiment. C'est une excellente intention. Cependant, il s'agit justement d'un type de dispositif à éviter d'après le GRAC. La province devrait plutôt miser sur une collaboration et l'expertise d'un groupement comme le GRAC pour développer des infrastructures de qualité et pertinentes eu égard de l'expérience des cyclistes. Pour conclure, le site internet du B3, dans sa partie mobilité, mentionne ceci. Le bâtiment proposera prochainement un parking spécifique, couvert et sécurisé. D'où mes 3 questions. Ce nouvel aménagement a-t-il été concerté avec des associations d'usagers comme le GRAC, mais ça peut être d'autres associations d'usagers évidemment, et répond-il aux bonnes pratiques prônées par la région wallonne? Deuxième question, quand est envisagée la fin des travaux? Ont-ils seulement commencé? Troisième question, l'aménagement de ce parking spécifique couvert et sécurisé sera-t-il dans le sous-sol du B3 ou à l'extérieur? Merci pour votre réponse, monsieur le député. Merci, monsieur le conseiller provincial. J'invite M. André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le conseiller provincial, chers collègues, Monsieur le directeur général, Monsieur le conseiller provincial, dès le départ, la construction
de cette nouvelle infrastructure a intégré la mobilité douce, donc on parle du B3. En effet, une réflexion a été menée entre chaque acteur public et privé participant au projet, l'objectif étant de faciliter les déplacements des Liégeois et Liégeoises ainsi que de prôner la multimodalité. D'ailleurs, c'est pour cela que des arrêts de bus et de tram vont être placés à des endroits stratégiques dans le quartier de Bavière. Les vélos n'ont pas été oubliés, point spécifique sur lequel vous m'interrogez aujourd'hui. Tout d'abord, au niveau du manque d'emplacement extérieur, je vous rappelle que les installations pour vélos sur le boulevard de la Constitution et la place des Arts concernent le projet de la ville de Liège. Et effectivement, compte tenu du succès du B3, le nombre de ces emplacements s'est avéré insuffisant. C'est pourquoi la province de Liège a installé provisoirement des racks de récupération appelés pince-roues dès l'ouverture du bâtiment. Ils ont été supprimés depuis et remplacés par 27 arceaux en nu inversés tels que le préconise le GRAC pour Groupement de recherche et d'action des cyclistes quotidiens, pour un montant de 3 500 €. À ces emplacements, il convient d'y ajouter les 34 emplacements actuels localisés au sous-sol du B3, dont 4 avec possibilité de rechargement électrique, installés provisoirement pour rencontrer les besoins apparus très rapidement, vous le soulignez, après l'ouverture du complexe. Le Collège provincial a attribué 2 marchés de travaux fin 2023 pour satisfaire la proposition d'aménagement spécifique aux bicyclettes. Les entreprises sont désignées et effectuent en ce moment les études de stabilité et d'exécution. Les travaux pourront débuter, si les conditions climatiques le veulent bien, très rapidement. Il y est prévu, premièrement, un agrandissement du local vélo et trottinette dans le parking situé en sous-sol au profit des usagers extérieurs et du personnel. Un montant de 96 055 € est prévu, en plus de 10 000 € de matériaux pris en charge par la régie provinciale. Un total de 53 emplacements vélos seront mis à disposition sécurisés avec bornes de rechargement et pour le personnel provincial, la présence de douches, vestiaires et casiers, comme c'est le cas dans le bâtiment Renaissance au Val-Benoît. Deuxièmement, un auvent sera placé à l'extérieur du bâtiment, représentant un investissement provincial de 129 154 €. Cet espace a été conçu suivant la zone maximale disponible sur l'esplanade arrière, en tenant compte des futurs aménagements du complexe de Bavière. Les 31 emplacements futurs seront éclairés, surveillés et sécurisés pour une partie d'entre eux via un badge d'accès. Prochainement, ce seront donc 84 emplacements qui seront mis à disposition des visiteurs et du personnel à l'intérieur comme à l'extérieur du site. Évidemment, en fonction de l'utilisation des infrastructures, une augmentation du nombre de stationnements vélos au sous-sol pourrait être envisagée dans le futur, moyennant la suppression d'emplacements voitures. En ce qui concerne les recommandations régionales et les bonnes pratiques, nos architectes et ingénieurs ont respecté toute une série de points afin de garantir le service offert. Parmi celles-ci, un marquage au sol spécifique, des pentes de moins de 16% pour accéder au sous-sol, des dimensions de portes d'accès adaptées, la sécurisation par caméra et grillage, une disposition des racks vélos en bataille ou encore des supports correspondant à toutes les normes existantes en la matière pour faciliter et optimaliser le confort d'utilisation. Voilà, M. Manieri, vous aurez compris que tout est mis en œuvre pour assurer aux utilisateurs du B3 un accès vélo digne de l'infrastructure qui les accueille et le succès qu'elle rencontre. Merci pour votre bonne attention. Je vous remercie, Monsieur le député provincial. Une réaction, M. Manieri. Je vous remercie, monsieur le député, pour votre réponse complète. J'étais quand même à m'étonner, hein. On est en 2024, le site a ouvert en 2023. C'est quand même fou qu'on ait à prévoir une augmentation de l'infrastructure cycliste alors que c'est un objectif qu'on voit dorénavant partout. On sait que c'est vers là qu'on va. Et donc, quand on prévoit une infrastructure, il faut vraiment la prévoir de manière durable et savoir où on veut aller et ce qu'on veut en province de Liège, ou en tout cas, c'est ce que semblent dire vos programmes politiques, la déclaration de politique provinciale, c'est de dire plus de mobilité douce, plus de vélos. Mais alors, essayons de ne pas chaque fois venir avec des emplâtres sur une jambe de bois. Essayons directement de mettre une belle prothèse dernier cri. Je vous remercie quand même pour cette politique volontariste, ce sparadrap qui a l'air bien complet pour le B3. Je vous invite quand même à ce que cette politique volontariste pour le cyclisme, elle soit généralisée. Et je reprends le petit exemple où le président m'a coupé tout à l'heure. Depuis les fêtes de Wallonie, on a enlevé ici les vélos qui étaient disponibles en location et qui permettaient aussi d'attacher. C'est un petit détail, mais ça montre que voilà,
la politique de mobilité douce, elle doit s'envisager partout, tout le temps, et elle doit devenir vraiment un réflexe généralisé pour notre institution. Merci. Merci, monsieur le conseiller. Pour la troisième question, je donne la parole à madame Sandrine Gaillard. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, chers collègues. Tout d'abord, mes meilleurs vœux à chacune et chacun d'entre vous, mais aussi au personnel provincial. Donc, en décembre 2022, j'interrogeais le collège sur l'appel POLEC 2022. Pour rappel, la région wallonne avait relancé, en octobre 22, un appel avec un volet supracommunal. Cet appel visait à subsidier les coordinateurs POLEC supracommunaux pour la mise en place d'un service de soutien aux communes dans l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi des plans énergie-climat. Les structures supracommunales wallonnes qui souhaitaient proposer un service d'accompagnement pourraient bénéficier d'un soutien financier correspondant à 75% du coût de l'expertise interne pour 3 années de recrutement. Le collège avait répondu qu'il allait déposer sa candidature à cet appel. Je pense que la candidature a été acceptée. Mes questions sont assez simples. Quel est le montant du subside? Combien d'équivalents temps plein vont-ils être subsidiés et où seront engagés? Quelles seront leurs tâches? Quel retour y aura-t-il vers les communes et vers les conférences d'arrondissement? Je vous remercie. Merci, madame la conseillère. J'invite à nouveau monsieur André Denis, député provincial, à la tribune pour la réponse du collège provincial à cette question. Quand même. Merci. Monsieur le Président, Madame la conseillère provinciale, à l'image de ce que vous aviez fait en décembre 2022, vous m'interrogez sur POLEC et l'appel à candidature renouvelé par la région wallonne. Je vous remercie pour votre intérêt sur le sujet, car cela me permet de mettre en lumière l'accompagnement qu'effectue la province au profit des communes et du climat. Vous le savez probablement, la politique locale énergie et climat veut soutenir les entités locales à la transition énergétique et la lutte contre les changements climatiques, ceci au travers d'une entité supracommunale, la province. L'appel à candidature s'étant terminé en janvier 2023, notre institution s'est vue à nouveau retenue comme coordinatrice du programme, donc, nous sommes désignés par la région wallonne. J'en félicite par ailleurs les services qui y ont travaillé. Cela nous permet aujourd'hui et jusqu'en octobre 2026 de prétendre à plusieurs choses. La première est un subside financier correspondant à 75% du coût de l'expertise interne. Nous avons au service développement durable 2 équivalents temps plein pour accompagner les communes. Un appel externe existe pour recruter une 3e personne. Tout candidat intéressé peut donc y postuler. Le subside régional s'élèverait donc à un total de 432 000 € pour 3 années et pour ces 3 agents. Capacité en personnel bien utile puisque la structure provinciale accompagne désormais 44 communes du territoire. On me demandait aussi, Madame Gaillard, ce que fait un coordinateur POLEC. En tant que gestionnaire de projet et référent pour les coordinateurs communaux, il identifie leurs besoins et y apporte des solutions. Il forme et anime de manière participative les réunions entre coordinateurs. Il est l'interface entre la région et les entités locales, en l'occurrence les communes. Il fait part de bonnes pratiques auprès de ces mêmes communes. Il vulgarise la stratégie et les enjeux énergétiques et climatiques, ou encore il met en réseau les différents acteurs du territoire. Enfin, il assure l'accompagnement et le bon suivi du PADEC, plan d'action en faveur de l'énergie durable et du climat. Il s'agit d'un plan d'action développé par chaque commune et qui permet de définir leur propre vision à long terme du territoire et de ses objectifs d'efficacité énergétique et de production renouvelable. Le bénéfice pour les communes, c'est donc tout ce que je viens de citer, un appui technique et administratif, une mise en réseau ou encore des formations sur les bonnes pratiques en faveur du climat et de la transition écologique sur leur territoire. Province de Liège, dans ce cadre, assure à nouveau, et comme il lui est de plus en plus demandé, son rôle d'acteur supracommunal et de coordinateur au profit des communes. Voilà. Je vous remercie. Merci, monsieur le député provincial. Une réaction? Nous pouvons donc passer à la question suivante, la 4e et dernière question. Je donne de nouveau la parole à monsieur Mannery.
Merci, Monsieur le Président. Quel livre avez-vous sur votre table de nuit? Oui, Monsieur le Président, je m'égare encore un tout petit peu, mais juste 2 phrases. Moi, tous les soirs, je lis une page de ceci. C'est hautement instructif, la déclaration de politique provinciale. Et quand quelque chose m'y plaît, il me plaît de voir quelle a été l'action du collège et quel est son bilan sur cette promesse. Et donc, dans cette déclaration de politique générale provinciale de la majorité PSMR, on peut lire à la page 7, sous le titre « Regagner la confiance en répondant aux attentes », on peut lire ceci. Plus de transparence au sein de la gestion publique sera un leitmotiv du collège provincial. Ainsi, celui-ci prendra résolument l'option de réduire, autant que cela soit possible, le nombre des ASBL paraprovinciales en recourant notamment à la mise en régie lorsque la loi l'autorise. Pouvez-vous, du coup, faire le bilan de cette promesse visant à regagner la confiance? De combien d'ASBL paraprovinciales êtes-vous parvenu à réduire le nombre? Sur combien au départ? Et lesquels sont concernés? Prévoyez-vous encore des actions d'ici la fin de législature dans ce domaine? Et enfin, une question vraiment politique, estimez-vous votre promesse sur ce sujet tenue? Merci pour votre réponse. Merci, Monsieur le conseiller provincial. Je vais appeler Monsieur le député provincial Claude Klenkenberg à la tribune pour la réponse du collège à cette question. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai que j'ai le même document que lui, mais il n'est pas sur ma table de chevet. Donc, je crois qu'il est dans mon bureau. Mais je pense que vous avez raison. Ce que nous sommes engagés, nous allons le respecter. Et je vais vous en citer quelques exemples. Et non seulement quelques exemples, le nombre aussi, je dirais, de structures que nous avons décidé au fur et à mesure de la législature de supprimer. Donc, vous m'interrogez au sujet de la réduction du nombre d'ASBL paraprovinciales depuis le début de la législature. Alors, avant de répondre à votre question, je me permets de vous renvoyer à la réponse que j'avais déjà formulée à cette tribune en novembre dernier, lors de la session budgétaire, à la même question qui m'était posée par notre collègue Mme Vandenberg. Ça, vous ne l'avez pas retrouvé dans le document. Hein. M. Manieri, vous ne l'avez pas retrouvé, celui-là. Ce document-là. Ah, vous ne l'avez pas retrouvé. Toutefois, par respect pour votre intérêt pour nos travaux, c'est avec plaisir que je vous y réponds à nouveau. Tout au long de cette législature, M. Manieri, vous avez pu constater une réduction du nombre d'ASBL et autres structures provinciales. Ainsi, entre 2018 et 2024, nous serons passés de 96 structures à 51. Parmi ces structures qui disparaissent, citons entre autres l'Office provincial des métiers d'art, le Centre d'études et de documentation sociale, l'ASBL Maison des Sports ou encore la Régie provinciale autonome d'édition. Pour ce qui concerne plus précisément cette dernière dont j'avais la charge, je rappelle que celle-ci a été créée en 2013 et a fait l'objet d'une liquidation eu égard à son déficit régulier. Cette dissolution a pris un certain nombre de mois en vue de la complicité des opérations et de la première que constituait cette opération pour une régie autonome. Cette étape a été actée définitivement par notre Conseil en novembre 2023. Vous vous en souvenez sûrement. Elle se traduit concrètement par la création d'un nouveau service provincial appelé Pôle Publication, et ce sans mettre l'emploi en péril en tant que support. Ce nouvel outil assure la réalisation de publications visant à valoriser les missions et les actions de la province de Liège, toutes thématiques confondues, histoire, patrimoine, tourisme, livres d'art, bande dessinée, qu'elles soient commercialisées ou pas. Cette dissolution a permis d'engranger une recette de plus de 300 000 € au budget 2023, sans pour autant mettre un terme aux beaux projets s'inscrivant toujours dans les missions d'intérêt provincial. Citons par exemple, je sais que c'est important pour Luc aussi, Bavière, hôpital dans la ville. Ouvrage qui couvre 4 siècles d'histoire de l'hôpital sur le site du désormais bien connu B3. Pour le seul mois de décembre, ce livre a rapporté un chiffre d'affaires de près de 7 000 € uniquement sur les ventes en librairie. Vous m'interrogez quant au projet en cours? Oui, il y en a. Je citerai un exemple, le centre d'entraînement et de formation de haut niveau, CREF, la SBL régionale. Ainsi, au 1er janvier, nous avons repris l'entière gestion du site et donc rapatrié cet outil dans le giron provincial. Les opérations de dissolution se poursuivront dans l'année. Je pourrais rajouter aussi dans ce chapitre un autre exemple, par exemple, Liège Europe Métropole. J'en viens maintenant à votre question. Je suppose que c'est ça la question. Estimez-vous votre promesse tenue? Sans grande surprise, je vous répondrai oui.
Pouvait-on faire mieux? Sûrement, tout est perfectible et rien n'est figé, mais je vous dirais ainsi que nous n'avons pas voulu supprimer pour supprimer de façon dogmatique. Nous avons examiné au cas par cas les avantages et les inconvénients. Il ne suffit pas de décider pour que ça prenne effet immédiat. Et il y a de nombreuses étapes juridiques et administratives à respecter. Pour conclure, je vous rappelle que toutes ces restructurations n'ont eu aucun impact sur le personnel provincial ou de ces ASBL. Et enfin, un chiffre parle pour nous. Nous constatons une diminution de 47% des structures provinciales. Je terminerai en vous rappelant, quels que soient les efforts que l'on fait, toute chose demeure perspective. Je vous remercie et je reste à votre disposition, si vous le souhaitez, aux commissions pour continuer à débattre du sujet. Et vous êtes toujours le bienvenu. Je vous remercie, monsieur le député provincial. Une réaction, M. Mannery. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le député, pour votre réponse qui, je tiens à le souligner, répond parfaitement aux questions posées, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui, en plus, est plutôt, en tout cas, si tout ce que vous avez dit est vrai, et j'ai la naïveté de le penser, est plutôt satisfaisant. Et donc, voilà, nous vous encourageons à continuer dans cette voie, et pour les autres, nous continuerons à lire ceci, donc tenez-vous prêts. Merci. Merci. Merci, Monsieur le conseiller provincial. Point 3 de l'ordre du jour actualisé, document 130, modification de la représentation provinciale au sein de diverses sociétés et associations, remplacement de M. Didier Nissen, conseiller provincial. Ce document a été soumis à l'examen du bureau et n'a soulevé aucune question. C'est donc par consensus que votre bureau vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale, nous passons au vote. Et comme l'informatique ne nous aide pas beaucoup dans le cadre de nos votes ici, je demanderai peut-être à chaque conseiller de bien lever la main pour donner son vote. Qui est pour les conclusions du bureau? Le groupe PTB, les écolos, unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 4 à 6 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la première commission, à savoir les documents 131 à 133, rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL NEMA, Centre lyrique de la communauté française, Opéra Royal de Wallonie et Société royale d'encouragement à l'art wallon, exercice 2022, prévision 2023. Ces 3 documents n'ayant soulevé aucune question, c'est par 9 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Moi, je ne l'ai pas, mais s'il y a une question... Vas-y seulement. Si je ne me trompe pas, en tout cas, mais les membres de la commission me corrigeront s'il le faut. Donc, concernant le document 132, un commissaire s'est interrogé sur une phrase spécifique de l'analyse financière. Concernant un ratio, le ratio n'était pas compris et en plus il y avait une phrase qui laissait sous-entendre dans cette analyse financière qu'on pourrait vouloir supprimer ce subside. C'est juste, hein, en fait. Ouais, merci, monsieur Capa. Et donc, il a été répondu à ce commissaire qu'en fait, c'était une exigence de présentation qui était donnée par la Cour des comptes. Le ratio évoque la part de subventionnement public pour que l'institution puisse fonctionner. Il n'est nullement question, évidemment, de vouloir supprimer ce subside. En fait, la phrase telle qu'elle est un élément de délibération supplémentaire mis à la disposition des conseillers afin de faciliter et d'améliorer leur délibération. Votre 3e commission vous propose d'accepter ce document avec 7 voix pour et 2 abstentions. Merci. Eh bien, quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la première commission en ce qui concerne ces 3 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 3 résolutions. Point 7 de l'ordre du jour. Le document 134. Subsides supracommunaux 2023. Octroi d'une subvention pour le projet réactivation de la ligne 125A,
Réseau Express Métropolitain, ateliers centraux et passages sur voie, ayant obtenu une promesse de principe antérieurement. Ce document a été soumis à l'examen de la première commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 9 voix pour et 2 abstentions que votre première commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la première commission? Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 8 de l'ordre du jour, le document AB-01, amendement budgétaire, analyse du budget provincial en budget sensible au genre. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission. J'invite le rapporteur, Madame Colombini, à nous en faire connaître les conclusions. Voilà, chers collègues, donc le groupe écolo en 2019 déposait un amendement visant à envisager les budgets sous le prisme du genre et demande maintenant ce qu'il en est du suivi qui a été apporté. Eh bien, le suivi qui a été apporté réside dans une analyse effectuée au niveau des affaires sociales et santé, et on constate que les services sont majoritairement saisis ou consommés par les femmes. On note un certain nombre de campagnes comme les campagnes ruban blanc, cancer du sein, endométriose, lutte contre les violences intrafamiliales. Il y a peut-être l'aspect médecine du sport qui fait exception à cette offre de services auxquels répondent majoritairement les femmes. Donc les budgets sont naturellement genrés et la volonté est plutôt de chercher à toucher les minorités que les femmes envers et contre tout qui, de facto, répondent déjà aux services. Du point de vue du sport, la province adopte une philosophie en termes de soutien porté à la formation des jeunes. La balle n'est donc pas dans notre camp, mais dans celui des clubs, même si la province soutient activement les clubs féminins, comme les Panthers, et accueille par ailleurs une étape du Tour de France féminin. Au niveau du foot, il y a une réflexion qui est actuellement menée pour développer des actions visant au développement du sport du foot féminin. Quant à une étude sur l'investissement genré en matière de sport, elle ne serait pas représentative vu qu'il y a moins de clubs féminins. L'amendement est donc rejeté avec 3 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission, donc qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? Le groupe PSMR. Qui est contre? Le groupe écolo, le groupe PTB. Qui s'abstient? Les engagés. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Point 9 de l'ordre du jour. Le document AB-02, amendement budgétaire, dénombrement du mal-logement. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission. J'invite le rapporteur, Madame Bastin, à nous en faire connaître les conclusions, mais je suppose que son chef de groupe va faire le nécessaire. Tu as la parole, Luc. Voilà, chers collègues, vous imaginez que c'est Astrid Bastin qui vous parle. Pas gagné. Donc, la commission s'est rassemblée ce mardi à 17h au Palais provincial. Une conseillère explique sa demande d'amendement budgétaire. Elle aimerait avoir une vision d'ensemble sur toute la province concernant le dénombrement du mal-logement. Ce chiffre n'existe pas. Et cela pourrait aider à évaluer les besoins sur notre arrondissement. Il existe en fait pour la région de Ouiouarem. Pour Ouiouarem, le cadre est opérationnel, il suffit de le transposer pour les 2 autres arrondissements, l'arrondissement de Liège et l'arrondissement de Verviers. Il lui est répondu que l'administration a été sollicitée.
que nous ne sommes pas équipés pour cela, cela sort du cadre, mais qu'il y a l'Observatoire des sans-abri. Il ne faut donc pas faire de doublons. La conseillère insiste en disant que c'est dommage car la méthodologie existe et qu'elle a fait ses preuves sur l'arrondissement de Wiwarem. Il lui est alors répondu que l'administration va se pencher sur la question pour essayer de voir ce qui est réalisable et solliciter le CMPS de Liège et de Verviers afin de combler les données manquantes et pouvoir réaliser le cadastre. Voilà, donc l'amendement, la proposition d'amendement a été votée avec 3 voix pour, 6 voix contre et 2 abstentions. Je vous remercie. Merci, monsieur le chef de groupe. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? PS, MR, qui est contre? Écolo, PTB et les engagés. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Les points 10 à 14 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la deuxième commission, à savoir les documents 136 à 140. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL, Aide familiale Liège-Wiwarem, Centre médical héliporté, le CMH, Moi aussi je joue au pink, Challenge Jogging Province de Liège et le Centre liégeois de promotion de la santé, exercice 2022, prévision 2023. Ces 5 documents, n'ayant soulevé aucune question, c'est par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de les adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Oui. Ok, merci, nous en prenons acte. Pas d'autres interventions. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Ok. Qui est pour les conclusions de la deuxième commission en ce qui concerne ces 5 documents? Unanimité, le Conseil adopte les 5 résolutions. Le point 15 de l'ordre du jour, le document 141, octroi de subventions en matière de santé, demande de soutien de l'ASBL Plateforme psychiatrique liégeoise dans le cadre de l'organisation d'un colloque sur la thématique de l'accompagnement psychosocial des personnes âgées. Ce document a été soumis à l'examen de la deuxième commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 3 abstentions que votre deuxième commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la deuxième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Les points 16 à 18 de l'ordre du jour ont été regroupés à la demande des membres de la troisième commission, à savoir les documents 142 à 144. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et les ASBL Eaux Sources, Rebond et Compas Format, exercice 2022, prévision 2023. Ces 3 documents ayant soulevé des questions, j'invite le rapporteur, Mme Grindorch, à nous en faire connaître les conclusions. Chers collègues, votre troisième commission s'est réunie ce lundi 22 janvier. Des questions sont posées au sujet des 3 rapports d'évaluation annuelle relatifs au contrat de gestion conclu entre la province et les ASBL, aux sources Rebond et Compas Format portant les références 23, 24, 142, 143 et 144. Un commissaire aurait voulu avoir une info pour les 3 rapports sur le nombre d'équivalents temps plein par fonction, comme par exemple secrétaire, juriste, etc. Il est répondu qu'il s'agit principalement de fonctions plutôt pédagogiques, comme des éducateurs, et que l'info sera communiquée. Il fait également remarquer que le calcul bilantaire suivant les cas est assez impressionnant. Il est répondu que le calcul est en fonction de l'élève pris en charge, qui est assez spécifique, et qu'il faut tenir compte aussi de la durée. En effet, on comprend facilement le ratio, mais on n'a pas la durée d'accueil. Il ne faut pas oublier aussi qu'il s'agit de 3 sites, 3 implantations. Ce sont des emplois directement subventionnés et pour qui la subvention de la province n'est qu'un complément. Un autre commissaire demande un complément d'information sur le but de l'ASBL Compas Format. En effet, dans le rapport, il y fait mention que suivant l'article 2 de ses statuts,
L'ASBL a pour but l'action dans le domaine des ressources humaines. Ce faisant, elle prônera la défense et l'illustration de l'histoire et des activités des compagnons serruriers enfants de Salomon affiliés. Il est répondu qu'en fait, cela fait partie des bases fondatrices de l'ASBL, qui était un genre de compagnonnage comme il en existe en France. Une remarque est également faite par rapport à l'adresse du siège de l'ASBL aux sources. Il y fait mention 4500 Liège et il est répondu évidemment que c'est une erreur et que c'est bien 4500, oui. C'est donc à l'unanimité que votre troisième commission vous propose d'adopter ces points. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Pouvons-nous procéder à un vote globalisé? Qui est pour les conclusions de la troisième commission en ce qui concerne ces trois documents? Unanimité, le Conseil adopte les trois résolutions. Point 19 de l'ordre du jour, le document 145, IPEA l'arrête, donation de 2 classes de type conteneur à l'ASBL Cercle équestre de la Fagne Saint-Remacle pour les besoins de la section équine de l'établissement provincial. Ce document a été soumis à l'examen de la troisième commission et a soulevé des questions. J'invite donc le rapporteur, M. Marc Magnery, à nous en faire connaître les conclusions. C'est toujours les mêmes qui bossent ici. Merci, Monsieur le Président. Ce lundi 22 janvier, votre troisième commission s'est réunie pour délibérer du point susmentionné par le Président. Une seule question a été posée. Un commissaire s'est interrogé et s'est étonné sur le fait que la mise à disposition de ce préfabriqué, en fait, le préfabriqué est insalubre. Il lui est répondu que, en fait, le préfabriqué n'est pas insalubre, mais est jugé vétuste. Et surtout, la personne qui souhaite l'acquérir est demandeuse et connaît bien l'état de celui-ci et donc l'a jugé quand même utile à son activité. Votre troisième commission vous propose d'accepter ce document à l'unanimité. Merci. Je vous remercie, Monsieur le Conseiller provincial. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la troisième commission. Unanimité, le Conseil adopte la dite résolution. Point 20 de l'ordre du jour. Le document AB-03, amendement budgétaire, cadastre des sans-abri et dispositif permettant aux travailleurs et utilisateurs des bâtiments provinciaux la pratique du vélo au quotidien. Ce document a été soumis à l'examen de la quatrième condition. J'invite le rapporteur, M. Guy Dubois, à nous en faire connaître les conclusions. Ah, excusez-moi, cadastre des abris. Effectivement, excusez-moi. Excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, Mesdames, Messieurs les députés, chers collègues, donc la quatrième commission s'est réunie lundi 22 au Val-Benoît. Donc le document 23-24 AB/03, amendement budgétaire déposé par Muriel Frenet concernant les abris et dispositifs permettant aux agents et utilisateurs de bâtiments provinciaux permettant une pratique du vélo au quotidien. Réponse du député. La mobilité à vélo fait bien partie de nos préoccupations provinciales. Ainsi, sans compter les abris à vélo installés sur les parkings d'écovoiturage que nous créons pour les communes, 32 sites provinciaux sont équipés de presque 350 racks à vélo, chiffre qui progresse d'année en année. Sur ces 32 sites, 8 offrent les recharges électriques. En outre, nous avons déployé une flotte de vélos électriques partagés au profit des agents afin de circuler aisément d'un site à l'autre. Val-Benoît, bâtiment opéra, maison des sports, etc. Notons tout de même que face à ces initiatives d'équipement cycliste, ce qui manque parfois, c'est l'adhésion et l'engouement pour la mobilité à vélo. On accroît dans le nombre d'installations au fur et à mesure d'une demande exprimée si nous en constatons le besoin. Enfin, pour faciliter l'usage, nous veillons à proposer douches, vestiaires, abris intérieurs et encore casés au sein des bâtiments que nous concevons. Le vélo est bel et bien considéré dans le développement de tout projet touchant au patrimoine provincial, au profit des agents. Un cadastre est d'ailleurs disponible et permet de se rendre compte des besoins utiles à la pratique, tout en traduisant la réalité des choix portés par nos agents en termes de transport. Le point a été voté par 8 contre et 1 pour.
Je vous remercie, Monsieur le conseiller provincial. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Monsieur Mannery. Travailler plus pour gagner plus, et pourtant le jeton sera le même pour tout le monde aujourd'hui. Blague à part sur la réponse du député sur le fond, c'est intéressant parce que on entend, il manque de l'engouement pour cette mobilité douce, et je voulais quand même rapidement faire cette petite remarque qui est essentielle quand on parle de mobilité douce, c'est que c'est l'offre qui précède la demande. C'est-à-dire, on installe les infrastructures et on n'attend pas que les cyclistes se fassent renverser pour se dire qu'il faudrait rajouter des pistes cyclables et des emplacements vélos. Je donne encore un petit exemple. On ne construit pas un pont parce qu'on a vu des gens traverser à la nage la Meuse. On sous-entend le besoin d'un pont et les gens vont spontanément vont se mettre à l'utiliser. Et donc les infrastructures cyclistes, c'est pareil, il faut les construire et l'engouement viendra. N'attendons pas l'engouement avant de construire. Voilà, merci. Merci, Monsieur le conseiller. D'autres interventions? Non. Si plus personne ne souhaite intervenir, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? PS, MR, engagé. Qui est contre? Les écolos. Qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Point 21 de l'ordre du jour. Le document AB04, amendement budgétaire, projet pilote de création d'une ombrière de parking. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission. J'invite le rapporteur, Mme Marie Monville, à nous en faire connaître les conclusions. Merci, Monsieur le Président. Donc, l'amendement budgétaire concernant le lancement d'une étude pour la création d'un projet pilote de toit photovoltaïque au-dessus des parkings provinciaux a été examiné en commission ce lundi. Alors, le député fait part de son attention pour les énergies renouvelables et prend soin de présenter les enjeux liés à ce type d'installation au vu du patrimoine provincial. Alors, il rappelle que il est rappelé que les ombrières peuvent en effet accueillir des panneaux photovoltaïques, ce qui permet de profiter et de rentabiliser les surfaces destinées au parking. Cependant, d'un point de vue technique, l'installation de structures métalliques et la création des fondations de celles-ci sont coûteuses. De plus, une révision de l'entièreté des sols et des revêtements des surfaces est alors nécessaire. Il y a aussi une obligation de récupérer les eaux et de créer un bassin d'infiltration. Au niveau du rendement et du retour sur investissement, il s'avère plus long, environ 60 ans, plus long que lorsqu'on utilise les toitures des bâtiments provinciaux pour installer des panneaux. Cette option est privilégiée par les services provinciaux et actuellement, une surface totale de 6 129 m² de panneaux photovoltaïques sur les toits de 16 bâtiments provinciaux permet de produire 970 kW crête, ce qui correspond à fournir plus de 240 ménages pendant un an en électricité. Pour ces diverses raisons, la province prospecte d'autres systèmes qui créent de l'ombre, tels que la végétalisation aux tiges, lorsqu'on crée des aménagements pour les abords ou les parkings, ce qui apporte en outre un rafraîchissement des zones urbanisées et augmente la biodiversité de ces espaces. L'optimalisation de l'espace et la diminution des îlots de chaleur est donc bien au centre des réflexions. Le travail déjà effectué concerne le placement de panneaux, doit être ici considéré par rapport à cette intervention. Au vu de ces différents éléments, le rejet de l'amendement a été proposé et le point a été voté. Alors on a une voix pour, 7 voix contre et une abstention. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? Le PS, le MR, les engagés. Qui est contre? Les écolos. Qui s'abstient? Le PTB. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Point 22 de l'ordre du jour. Document AB/05. Amendement budgétaire, création d'une fresque du climat pour la province de Liège. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission. J'invite le rapporteur, Mme Vinciane Soa, à nous en faire connaître les conclusions.
Merci, Monsieur le Président. Moi aussi, je travaille un peu. Concernant l'amendement budgétaire, création d'une fresque du climat pour la province de Liège, Monsieur le député remercie le dépôt de cet amendement, malgré l'absence de l'auteur. Il explique qu'il fait doublon avec des actions déjà mises en place, telles que la conférence de Cyril Dion en septembre dernier, ainsi que justement des fresques du climat. Les coûts sont pris en charge par le département d'Europe Direct et le service du développement durable. D'autres fresques seront organisées. Au vu de ces éléments, Monsieur le député propose soit le retrait de l'amendement, soit son rejet, vu les montants déjà engagés et disponibles pour cette activité. Donc l'amendement a été rejeté par 8 voix contre, 1 voix pour et 0 abstention. Merci. Je vous remercie, Madame la conseillère provinciale. J'ouvre la discussion générale. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Madame Gaillard. C'est bien. D'autres remarques? Pas d'autres remarques. Je clôt la discussion générale. Ils ont quand même brillé par leur absence à la commission. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission qui s'est prononcée en faveur d'un rejet de cet amendement? Le PS, le MR, qui est contre? Les écolos, qui s'abstient? Les engagés et le PTB. Le Conseil n'adopte pas le dit amendement budgétaire. Point 23 de l'ordre du jour. Le document 146, octroi de subventions en matière d'agriculture, demande de soutien de la SBL Radio-Télévision Culture dans le cadre de l'émission Radéville-Radéchamps, année 2024. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention, je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Le PTB, le PS, le MR, les engagés. Qui est contre? Qui s'abstient? Je pense avoir demandé en début de réunion s'il était possible de marquer clairement votre vote, ce serait plus facile. Parce qu'autrement, pour le moment, je ne sais pas. Vous êtes là, vous votez pour, contre, vous abstenez. Pour. Ah, mais c'est bien. Le Conseil adopte donc la dite résolution à l'unanimité. Point 24 de l'ordre du jour, le document 147, octroi de subventions en matière d'infrastructures et de développement durable, proposition de convention entre la commune de Burgkruidland et la province de Liège, relative à la réalisation de travaux pour l'aménagement d'un parking d'écovoiturage et d'une aire de convivialité à Gruflingen, à côté de la Nationale 62 à Burgkruidland. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas de demande d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 25 de l'ordre du jour. Le document 148. Organisation du concours Meilleur glacier de la province de Liège. Approbation du règlement de participation. Cellule d'accompagnement des producteurs locaux. Pôle agriculture et ruralité. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote. Qui est pour les conclusions de la 4e commission? Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 26 de l'ordre du jour. Le document 149. Rapport d'évaluation annuel relatif au contrat de gestion conclu entre la province de Liège et la SBL Contrat de rivière pour l'Amblève. Exercice 2022, prévision 2023. Ce document a été soumis à l'examen de la 4e commission et n'a soulevé aucune question. C'est donc par 8 voix pour et 1 abstention que votre 4e commission vous propose de l'adopter. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale. Nous passons au vote qui est pour les conclusions de la 4e commission. Unanimité. Le Conseil adopte la dite résolution. Point 27 de l'ordre du jour. Le document AB-06, amendement budgétaire, neutralisation de l'inflation 2024 dans la perception des centimes additionnels au précompte immobilier. L'amendement budgétaire a été retiré par son auteur au vu des explications et informations données en 5e commission. Quelqu'un souhaite-t-il intervenir? Pas d'intervention. Je clôt la discussion générale.
Le point 28 de l'ordre du jour, le document AB07, amendement budgétaire, développement du réseau point nœud. L'amendement budgétaire a été également retiré par son auteur au vu des explications et informations données en 5e commission. Je pense que la commission, par le groupe de l'auteur, si tu préfères, voilà. Je rappelle quand même que chaque fois qu'il y a un amendement budgétaire, il a été rappelé encore au bureau que l'auteur de l'amendement peut participer, bien entendu, à toutes les commissions. C'est aussi dans un autre petit registre qui s'appelle ROI que vous pouvez aussi prendre comme livre de chevet. Je clôt la discussion générale à ce sujet. Point 29 de l'ordre du jour, approbation du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2023. Aucune réclamation n'ayant été déposée en ce qui concerne la rédaction du procès-verbal de notre dernière réunion, je le déclare approuvé et déclare close la séance publique de ce jour.